Alors, bonjour, Madame Baudouin. Pour rappel, vous avez été ministre de la Culture et des Communications de 1995 à 1998 et par la suite, ministre des Relations internationales de 1998 jusqu'à 2003. Et assez rapidement, après l'élection de 1998, la question de la diversité des expressions culturelles est devenue un enjeu prioritaire pour le gouvernement, même une question qui a relancé les relations internationales du Québec. Pouvez-vous nous dire pourquoi cet enjeu est devenu si évident pour le gouvernement? Cet enjeu est devenu évident parce que, rappelez-vous, il y avait à l'époque une discussion qui a finalement avorté, là, internationale, sur l'accord multilatéral sur les investissements, ce qui Mhm. s'appelait l'AMI, Mhm. d'un mauvais nom. Et, euh, et on commençait, nous, à se poser des questions. Bernard Landry était ministre de l'économie, et puis Lucien Bouchard, premier ministre. Et on commençait à se poser des questions. Et à ce moment-là, par la grâce des visites alternées qui servent vraiment à quelque chose entre la France et le Québec, là, Mhm. fin 98, on est en décembre 98, Lionel Jospin, premier ministre de France, vient donc en visite officielle au Québec, dans le cadre de ces visites alternées qui existent depuis 1977. Et là, lui, parce que la France, elle, gouvernement socialiste, donc à l'époque, est à l'avant-garde de ce combat contre l'AMI. Et de fil en aiguille, on discute en effet de toutes sortes de questions et vient sur le tapis l'exception culturelle, qui est en France quelque chose de sacré depuis longtemps, c'est-à-dire exclure des accords de libre-échange les industries culturelles. Et, euh, et là, l'ami remettait ça d'une façon ou de l'autre en cause. Et Lionel Jospin nous a dit, bien, on pourrait travailler ça ensemble. Et sur le champ, on a décidé de nommer deux responsables de ce dossier-là, qui étaient des universitaires. Marie Malavoie du côté québécois qui était à l'Université de Sherbrooke et Catherine Lalumière qui avait été ministre elle aussi, comme Marie Malavoie, qui était à l'Université de Bordeaux. Et c'est comme ça qu'on a commencé donc grâce à ces visites alternées et au procès-verbal qui s'en est suivi, à travailler ensemble sur le dossier. Et pourquoi donc, vous l'avez un peu expliqué, mais pourquoi est-ce que c'était évident pour le Québec que cette relation-là devait passer par la France et non pas par le Canada, par exemple, qui avait aussi des enjeux reliés à l'expression de la diversité culturelle? Oui, tout à fait. Alors, il y a deux raisons, dans le fond, qui se complémentent. Premièrement, cette relation directe et privilégiée avec la France, puisque les visites alternées, justement, existaient déjà depuis 20 ans et que Lionel Jospin venait dans ce cadre-là. Donc, il y avait un moment, quoi. Hein, il y avait une Mhm. occasion, là, de se dire des choses importantes, structurantes pour l'avenir de nos relations franco-québécoises. Et on a saisi cette occasion-là, et les uns et les autres. Mais il y avait aussi le Canada. Vous avez raison, le gouvernement canadien, Mme Cobbs, qui était ministre du Patrimoine, était très impliqué dans le dossier déjà. Les autres aussi avaient quand même compris un certain nombre de choses, mais elle ne souhaitait pas, elle-même, elle ne voulait absolument pas, puis le gouvernement canadien dans son ensemble, que le Québec joue un rôle, je dirais, d'égal à égal, les deux cultures, les deux peuples, les deux langues. Enfin, le marché est tellement différent, le marché canadien-anglais, le marché francophone du Québec en matière culturelle, c'est une évidence. Mais il ne voulait pas. Tout ce qu'il me proposait, c'était un rôle de plante verte dans les négociations multilatérales qui étaient pour s'en suivre. Alors, on s'est dit, on est mieux de faire dans le bilatéral avec la France, qui, elle, va organiser des réunions multilatérales auxquelles on avait la garantie par les deux ministres de la Culture, mes deux vis-à-vis qui se sont succédés pendant cette négociation-là, Catherine Trottmann et Catherine Tasca, que l'on serait présent comme tel, au même rang que tous les autres ministres de la Culture, ce que ne souhaitait pas le Canada. Voilà pourquoi on s'est allié avec la France. Et quelles ont été les retombées de cette collaboration France-Québec sur l'enjeu de la diversité des expressions culturelles? Ben, c'est intéressant parce que le Canada a fait les choses bien de son côté, bon, mais ça me frappait à chaque fois parce que quand ils organisaient des réunions à Ottawa et qu'ils ne nous invitaient pas, ils n'invitaient pas non plus la communauté française de Belgique, ni les Flamands, là.
parce qu'il se disait, si on invite justement des États, disons, non souverains, même dans un cadre fédéral, etc., ben là, le Québec va réagir en disant, mais si vous invitez la communauté française de Belgique ou la communauté flamande, ou même, mettons, les Catalans, tiens. Alors, ça les, il procédait autrement, alors que la France n'avait pas ces préventions-là. Et donc, on s'est mis à travailler ardemment avec la France, puis justement avec plusieurs États comme les francophones de Belgique, les Flamands et la Catalogne, etc., mais aussi dans un cadre d'État souverain grâce à la France. Et là, l'idée, ça a été de se rendre, et dès 1999, au sommet de la francophonie à Moncton, on en a parlé, le gouvernement canadien n'était pas très favorable parce qu'il nous voyait venir justement avec la France de loin, mais qui a quand même donné le résultat net qu'à Beyrouth, le sommet a dû être retardé, le sommet de Beyrouth. Il devait se tenir en 2001 et s'est tenu en 2002 pour des raisons là, évidentes que l'on connaît, les attaques du World Trade Center. Et on a réussi à convaincre une majorité de gouvernements du membre de la francophonie que ce premier sommet qui se tenait en terre arabe, on devait justement, c'était un bel endroit pour parler de diversité des expressions culturelles, parce que la francophonie est en principe, je dis bien en principe, réunie et rassemblée via une langue commune qui est le français, mais chacun a sa culture, et chacun a ses intérêts, l'Afrique, le Moyen-Orient, bon. Alors on s'est dit, c'est un bon endroit pour placer cette question-là au centre de nos discussions et ça a été la thématique du sommet de Beyrouth. Et là, je dois dire que Jacques Chirac a joué un rôle intéressant parce qu'on ne savait pas trop où aller avec cette idée-là. Je veux dire, où est-ce qu'elle devait atterrir? Pas à l'OMC, parce que l'OMC, c'est là pour libéraliser les échanges, pas pour les restreindre. On ne veut pas restreindre les échanges culturels, mais on veut les encadrer de telle sorte que sud-sud, nord-nord, nord-sud, que ce soit mieux équilibré. C'était une des idées aussi derrière cette exception culturelle. Alors, c'est le président de la France qui a dit finalement que c'était l'UNESCO qui était l'endroit, le lieu où discuter de cette question-là, puis d'aboutir éventuellement à une convention sur la diversité, donc des expressions culturelles. Alors là, on est en 2002, puis ça a été très rapide. En général, ça prend pas mal plus de temps que ça, parce que dès 2005, elle avait été adoptée et ratifiée par suffisamment de pays pour qu'elle soit mise en œuvre dès 2005, que cette convention sur la diversité, la promotion de la diversité des expressions culturelles. Alors, moi, je pense que c'est un des beaux moments de la diplomatie québécoise parce qu'on a joué un rôle avec la France qui a donné justement des résultats je veux dire, internationaux, bon, sur le plan, sur la scène internationale. Alors, ça nous a permis de nous définir en quelque sorte sur la scène internationale dans un beau dossier, dans un dossier positif, dans un dossier enthousiasmant, en tout cas pour tout le milieu culturel, parce que rappelez-vous que c'est au Québec, à Montréal, qu'il y avait donc le siège social de la fédération, de l'ensemble des organismes culturels dans le monde. C'est ça, on veut dire avec Pierre Clousy puis Robert Pilon qui ont joué un rôle. Parce que là, l'autre chose qui a joué énormément, il faut le dire, ça a été la société civile. Sans la société civile, sans cette fusion entre le gouvernement, les gouvernements, puis la société civile, c'est-à-dire essentiellement les artistes, bon, et les entreprises culturelles, jamais on y serait arrivé. C'est parce qu'on avait le même intérêt, on avait la même détermination les uns et les autres. Maintenant, on est 18 ans plus tard. Depuis, on a créé Spotify, on a créé aussi des différents outils pour faire du streaming là, ou de l'écoute en ligne.
Est-ce que la Convention est à la hauteur des nouveaux défis ou est-ce qu'il y a encore des choses à faire pour pousser plus loin l'enjeu? Moi, je pense que pousser plus loin l'enjeu, il faut ajouter une dimension qui est celle de la diversité linguistique. Parce que ce dont on se rend compte, c'est que toutes ces belles entreprises multinationales, à peu près toutes américaines, pas toutes, et vous le savez, ils sont des États dans l'État, je veux dire, qui régissent nos vies, non seulement la tuyauterie par laquelle on écoute toutes ces œuvres en ligne, et ces séries, cette télévision, et puis les chansons et tout. Mais maintenant, ils sont des producteurs de contenu aussi. Là, hein? Alors, donc, c'est évident qu'ils ont une vision qui n'est pas très diversitaire, si je peux dire. Hein? Moi, j'en consomme, hein? Je regarde ça, mais je regarde ça avec un œil, justement, en me disant, mais c'est toujours la même chose. Et là, rendu à la 7e série de 12 épisodes de Fauda ou de Jack Ryan ou de je ne sais quoi, hey, on a compris. Alors, on aimerait ça voir une autre perspective, d'autres angles, d'autres langues et tout. Et puis, bon, vous en avez parlé dès le départ, il y a la question donc des algorithmes qui se posent parce que c'est comme ça. Ils nous mettent en vitrine. Ah, mais c'est ça que vous allez aimer à 97%, c'est fait pour vous. Alors écoutez ceci, cela. Mais c'est toujours la même chose. C'est très curieux, cette uniformisation. Alors il faut s'en défendre. Pour s'en défendre, il faut prendre les moyens, des moyens positifs puis des moyens coercitifs pour que on soit exposé, chacun d'entre nous, à notre culture nationale, puis aussi à la culture des autres, là, des autres qui ne sont pas américains et qui ne parlent pas anglais. Voilà. Alors, c'est tout un débat et c'est le débat actuel et je pense que la Convention doit, d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas trop comment, mais l'idéal, ce serait d'ajouter soit en annexe ou en amendement et tout, à la Convention sur la diversité culturelle, une dimension linguistique pour qu'on puisse s'en servir comme on se sert de la Convention sur la diversité des expressions culturelles. Si la nouvelle ministre des Relations internationales et de la francophonie, Martine Biron, vous appelait pour avoir vos avis sur les défis contemporains, notamment sur la question de la découvrabilité, quels conseils vous lui donneriez sur un plan d'action pour le Québec pour les prochaines années? Moi, ce que je dirais, c'est qu'il faut procéder de manière très rigoureuse. Il faut que le Québec soit au centre de ce débat-là, comme on a à peu près réussi à l'être sur la diversité culturelle. Et là aussi, la francophonie, qui a parlé de toutes ces questions à Djerba au moment du dernier sommet à l'automne dernier, du sommet de la francophonie. Il y a dans le procès-verbal des références à toute cette question de la découvrabilité des algorithmes, des données, etc., des mégadonnées. Et bien moi, je crois que c'est dans cette brèche-là que le Québec, qui est membre de la francophonie, qui a, j'espère, encore de bonnes relations avec la France, peut s'insérer dans cette brèche et prendre un certain leadership. Moi, c'est ce que je souhaiterais, parce que pour nous, on est toujours les premiers concernés quand on parle de culture ou de langue. Je veux dire, dans le monde, là, on est parmi les premiers concernés. Est-ce que vous pensez qu'il y a un appétit auprès de la France et de la francophonie pour une nouvelle version de l'accord sur... Oui, je pense que la France, je veux dire même la France de Macron, là, dans le mondialisme heureux, là, qui commence peut-être à se rendre compte que c'est pas si simple, là, mais la France demeure sur ces questions-là un allié important et la francophonie un instrument dont on peut se servir actuellement. Bon, alors je vous remercie beaucoup pour la rencontre d'aujourd'hui, Mme Louise Baudouin, et j'ai bien hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. Merci beaucoup. Merci, c'est un dossier passionnant. Merci beaucoup, Mme Baudouin et M. Paquin.